Nous sommes arrivés aujourd'hui à un état où il est devenu difficile de trouver certains livres de Julius Evola, que ce soit en italien, peut-être encore un peu plus simple, mais que ce soit en anglais, en allemand, en français. Il y a même eu un événement il y a quelques mois à Berlin où une librairie a été saccagée par des gens parce qu'il y avait des livres d'Evola dans les vitrines. Donc, pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos écouteurs? euh, euh, Comment faudrait-il traiter Evola de nos jours? Quel est le message qu'il doit nous passer ou qu'il a à nous passer, côté positif, mais aussi côté négatif, les choses où il faut faire attention. Où est-ce que vous pensez le 21e siècle peut profiter de l'expérience Evola? Tout d'abord, je voudrais dire par rapport à l'événement que vous signalez, il est quand même assez paradoxal de voir ceux qui prétendent lutter pour la défense des libertés et s'opposer à des régimes qui brûlaient des livres avant-guerre en reproduisant exactement dans les formes ce qu'ils critiquaient, à juste titre d'ailleurs, de ceux qui finalement leur ressemblent si bien du point de vue de l'attitude, et avec lequel ils conjuguent l'obscurantisme et l'oubli que lorsqu'on brûle un livre, on ne fait pas disparaître la pensée. Premier point. Deuxième point, je pense que se confronter à la pensée d'Evola est un bien. Se confronter, pourquoi? Parce que, d'abord, on ne peut pas en faire l'économie de par la place qu'il occupe au titre des auteurs à la fois métaphysiques, culturels du XXe siècle, et on ne peut pas l'évacuer sous prétexte qu'il aurait eu des engagements, des sympathies ou une présence dans telle ou telle forme de régime, parce que il y aurait là beaucoup d'autres auteurs à ce moment-là à excommunier et à mettre à l'index, au nouvel index d'ailleurs des livres condamnés, reproduisant ce que faisait l'Inquisition à une période où elle faisait interdiction aux fidèles de lire certains livres de Giordano Bruno et d'autres au prétexte de théories qui ne seraient pas conformes avec l'idéologie dominante. Donc, il faut quand même être attentif à toutes ces formes d'exclusion et de mise à l'index, de dénonciation au titre de l'inqualifiable, de l'hérésie, car manifestement, si on lit objectivement avec un œil averti Julius Evola, on n'y trouve pas précisément ce qu'on lui fait reproche. Ou alors, à ce moment-là, il faut brûler toute la littérature médiévale parlant de la chevalerie. Il faut lire il faut brûler tous les auteurs de l'Antiquité qui ont fait la promotion de Sparte et du héros antique. Il faut mettre à la suite Lao Tse et le Tao Te Ching. Et puis aussi, on y rajoutera la Bhagavad Gita, qui est un hymne à la guerre et finalement à l'agir héroïque, puisque Krishna ne fait rien d'autre que d'inviter Arjuna à combattre et à non pas refuser le combat en lui disant, tu vois, toi, le plus noble des Pandavas, tu as devant toi ta famille, tes parents, tes cousins. Eh bien, tu dois, victorieux, prendre sur toi et aller combattre ces formes. Quelles sont ces formes? En réalité, ce sont les formes de l'esprit, des propres ombres d'Ajurna qui sont manifestées devant lui. Et lues d'une manière spirituelle, on comprend qu'en réalité, la véritable guerre à laquelle appelle Evola, c'est la guerre intérieure, c'est la guerre contre soi-même, c'est ce qui relève du véritable travail, de la véritable perspective.
Je crois que on peut avoir à l'esprit, en concluant sur cette émission, qu'Evola est d'abord et avant tout le défenseur de la patrie intérieure, de l'homme absolu, de l'homme spirituel, de l'homme transcendant. Et c'est d'ailleurs l'une des dernières phrases, c'est la dernière phrase même, de sa plaquette parue tout de suite après-guerre, qui s'appelait Orientation. Nous sommes d'une patrie, écrit-il, qui ne sera ni jamais asservie, ni jamais occupée. Et cette patrie, nous la défendrons toujours.